On commence donc par ce tweet qui nous est parvenu quelques minutes avant le début de cette émission de la vice-première ministre ukrainienne qui annonce, comme vous le voyez, qu'il s'agit maintenant d'une question d'heure dans le deal passé et tant réclamé par Trump et ses équipes de récupérer une partie du sol et du sous-sol ukrainien. On a bien vu le bras de fer qui s'est mis en place depuis une dizaine de jours entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Et là, aujourd'hui, on comprend comme à chaque fois, finalement, qu'est-ce qui a déclenché ce bras de fer, les terres rares et les minéraux, et qu'est-ce qui peut le résoudre, un accord tout à fait avantageux pour l'économie américaine. Donald Trump, il doit montrer à son électorat, qui est de plus en plus revigoré par les dernières déclarations du président, il doit montrer à cet électorat qu'il ne va pas céder pour des questions morales ou humanitaires, finalement vues comme de la faiblesse, mais que s'il continue d'aider l'Ukraine, c'est parce qu'il aura récupéré un avantage économique ou commercial majeur. Et ça, c'est ce qu'il est en train de dealer auprès de Zelensky quand il dit « donnez-moi une raison de continuer à vous aider ». Au fond, c'est ça, c'est dire « donnez-moi une raison aussi pour mon opinion publique, parce que moi, je ne serai plus le faiseur de paix dans le monde si ça ne rapporte pas directement à l'État américain. » C'est plus de l'aide, c'est plus un allié, mais c'est du deal. Écoutons Volodymyr Zelensky qui a bien senti le vent du boulet, mais il essaye toujours d'avoir un petit plus. Pas certain que ça fonctionne d'ailleurs. Nous allons signer ce premier accord, ou mémo, sur la base duquel nous préparerons d'autres documents. J'espère que cela n'aura pas d'influence sur les autres mesures prises par les États-Unis et qu'ils n'annuleront pas, n'arrêteront pas ou ne gèleront pas leur soutien, en particulier leur soutien militaire à l'Ukraine. Il est crucial pour nous. Ma logique était la suivante. Si vous pensez que l'accord économique fait partie des garanties de sécurité, alors pourquoi n'y aurait-il pas vos bottes sur le terrain, là où vous avez vos intérêts commerciaux ? N'est-ce pas logique ? Il me semble que c'est logique. Il me semble que c'est le cas. Je l'ai dit aux États-Unis, mais nous n'en avons pas encore discuté, car nous n'avons pas reçu leur réponse. C'est malin. C'est très malin. Vous voulez notre sol ? Oui. Vous voulez reconstruire ? Oui. Vous voulez une partie de notre sol, mais cette fois-ci, le sol tout court ? Oui. Dans ce cas-là, venez le défendre avec des hommes à vous. Pas bête ? Louis Duclos, je reviens sur cette déclaration du président Zelensky, très ouvert bien évidemment, mais il met les Américains devant le fait accompli en disant ok, c'est à vous, ça vous appartient, mais dans ce cas-là, protégez-le. Oui, et puis après, ce qu'il a dit, c'est aussi dans un contexte de petites phrases entre Trump et lui, chacun pour montrer qu'il est maître de ce qui se passe. Je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti en général. Ce qui a dit était, comme vous l'avez dit, c'était malin. Après, il faut voir si ça va toucher auprès de Trump. C'est quand même très compliqué. Le deal sur les terres rares, c'est quand même un peu le viol de l'Ukraine, mais d'un autre côté, il n'a pas tellement le choix. Et en plus, il y a la pression russe. Le problème, c'est que les Ukrainiens sont eux aussi laissés totalement en dehors de cet accord. Et c'est probablement eux qui vont devoir assurer la sécurité de l'Ukraine. Alors oui, il y a possiblement les forces aériennes américaines qui pourront jouer un rôle, mais tout reste à définir, donc pour l'instant, rien n'est gagné. Avec la difficulté, on en reparlera d'ailleurs, c'est que les Américains ont les clés de leurs armes. C'est-à-dire que s'ils décident que les armes, on coupe la clé, personne ne pourra s'en servir. Les Ukrainiens et les Européens. Vous êtes restés avec nous parce qu'on va parler front, on va parler terrain quand même un peu. Ça fait 3 ans cette guerre et il y a le côté diplomatique, mais il s'explique parfois par la situation sur le terrain. Compliqué, très compliqué pour les Ukrainiens, mais pas que pour les Ukrainiens. Et oui, regardez justement ces cartes. La ligne de front semble désormais gelée depuis plusieurs mois. Une ligne de front de plus de 1000 km. 2 cartes donc à vous montrer d'abord. Celle-ci date de mars 2022. Souvenez-vous, les Russes avaient réalisé une percée fulgurante, notamment on le voit là dans le nord de l'Ukraine, c'est cette zone que vous voyez en rouge, donc dans le nord de l'Ukraine, s'emparant notamment de la ville de Soumy. Les Russes étaient alors aux portes de Kiev. On parlait d'ailleurs à l'époque, souvenez-vous, de la bataille de Kiev qui avait débuté rapidement lors d'une contre-offensive éclair en septembre 2022. Les Ukrainiens réussissent à reprendre une grande partie du nord de leur pays. Depuis, les Russes ont réussi à conquérir
quelques villages et quelques villes. L'avancée des Russes vers Pokrovsk est le changement le plus notable dans le contrôle de la ligne de front près de Donetsk, et ce depuis plusieurs mois. Et il ne faut pas oublier que l'Ukraine a pris le contrôle également d'une partie de la région de Koursk en Russie. Là, c'était lors d'une attaque surprise lancée par les troupes ukrainiennes de l'autre côté de la frontière. C'était en août 2024, avançant jusqu'à 30 km. Mais on le voit, eh bien, les Russes ont réussi à reprendre une partie de leurs terres. La question désormais que l'on se pose, s'il y a un accord de paix signé entre la Russie et l'Ukraine, quid des territoires ukrainiens qui n'ont pas été conquis militairement par la Russie? Ce sont les zones en violette que vous voyez sur cette carte, parce que souvenez-vous, lors d'un référendum, eh bien, Vladimir Poutine a annexé ces 4 oblasts que l'on voit ici, ces 4 oblasts, Lugansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson. Merci beaucoup Mathieu, qui font partie, selon la constitution russe voulue par Vladimir Poutine, comme territoire russe. C'est peut-être ce qui rentrera dans la négociation avec Vladimir Poutine. Il y en a un d'ailleurs qui ne lâche pas, c'est Volodymyr Zelensky, notamment sur ce petit morceau de territoire si chèrement, et on peut le dire comme ça, acquise par les Ukrainiens qui continuent plus que jamais de le défendre. Écoutez le président ukrainien. Ce sont nos territoires ukrainiens qui nous intéressent. Et dans tous les cas, la région de Koursk nous donnera l'opportunité d'un échange contre l'un de nos territoires. Je suis sûr qu'en ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale et la question de certaines mesures, je pense que cela nous aidera. Louis Duclos, est-ce que c'est un doux rêve du président ukrainien, un tout petit bout de territoire russe contre 5 régions ? Pratiquement 20% du territoire ukrainien, puis on peut rajouter aussi la Crimée. De toute façon, il ne va pas récupérer l'intégralité des territoires occupés, ça c'est sûr. Ce qui était certain, c'est que quand ils ont envahi Koursk, c'était justement pour l'avoir comme monnaie d'échange à un moment donné dans les négociations futures. Aujourd'hui, on y est, donc il fait son maximum justement pour utiliser ça, pour peser dans les négociations auprès de Trump, mais surtout auprès de Poutine, parce que pour Poutine, ça a un coût très élevé au niveau de sa popularité, au niveau de son image parmi les Russes. Mais après, échanger ça contre la Crimée ou les territoires occupés, c'est impensable. Peut-être qu'il y aura certaines redéfinitions de la carte à certains endroits qui seront peut-être un peu plus en faveur pour l'Ukraine, mais ça ne va pas faire de grands changements, je ne pense pas. Surtout que Vladimir Poutine a promis à son peuple que ces territoires reviendraient à la Russie, qu'ils seront russes entièrement, intégralement, donc il n'y a pas de raison qu'ils reviennent. Le partage des territoires, on parle de richesse pour le moment entre Américains et Ukrainiens, mais le partage des territoires entre Russes et Ukrainiens, comment ça peut se passer ? Difficilement. Difficilement pour au moins... il y aura tout un tas de raisons, mais il y en a 2 majeures. La première, c'est que les territoires dont on parle essentiellement d'ailleurs à l'est de l'Ukraine ont été très largement dépeuplés. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui qu'il y a probablement 20-23% de la population avant la guerre qui se trouve toujours dans ces espaces-là. Donc on a des espaces dépeuplés, on a des espaces qui sont lourdement affectés par la guerre, et pas une guerre qui a commencé pour le coup en 2022, mais qui a commencé dès 2014. C'est-à-dire que la ligne de front, elle était au centre des 2 oblasts de Luhansk et Donetsk, et elle a été extrêmement bouleversé. Donc en gros, le coût de la reconstruction se portera essentiellement sur ces 2 oblasts. Et puis il y a au moins un oblast sur lequel, si on devait faire un pari, sur lequel probablement la Russie ne reviendra jamais, c'est la Crimée. C'est la Crimée parce que, pour des raisons à la fois historiques, pour des raisons aussi tout simplement de c'est celles dont ils sont paratés les premiers dès 2014-2015. Donc la rendre, c'est véritablement impossible. Et ce petit saillant de Koursk, il a en réalité un effet d'agitation, d'épine dans le pied. Mais là où je serais comme beaucoup plus prudent, c'est que en fait Zelensky a peut-être tout aussi intérêt à l'utiliser pour, par exemple, maximiser les échanges de prisonniers. C'est-à-dire, on peut aussi utiliser ça. De toute façon, la négociation, elle ne sera pas forcément de manière très latérale. Je donne un morceau de kilomètre carré contre un autre morceau de kilomètre carré. Ce sera probablement aussi des formes d'alliance. Et de toute façon, les Russes restent encore sur l'accord de 2022 qu'ils voulaient vendre, un accord extrêmement maximaliste avec démilitarisation de l'Ukraine, interdiction de rejoindre les alliances. C'est de toute façon, on va commencer avec des niveaux d'exigence dans les 2 camps excessivement hauts. Et puis on verra bien qui siffle la partie, en l'occurrence
l'occurrence peut-être les Américains, mais peut-être aussi, si on arrive à y reprendre pied, peut-être les Européens, si on arrive à démontrer qu'on a un intérêt aussi, nous, dans l'histoire. Que la presse américaine et les observateurs américains sont plutôt sceptiques sur les chances d'Emmanuel Macron. On se souvient d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, je crois que c'était vendredi, vous étiez là d'ailleurs, général, me semble-t-il, a donné quelques conseils à Donald Trump sur comment diriger ces négociations. Tiens, on me dit qu'on peut l'écouter. On se fait plaisir, on écoute. Allez, on écoute le président conseil à Donald Trump avant la rencontre aujourd'hui. C'était vendredi quand même. D'abord, moi, Donald Trump, je le connais. Pendant 4 ans, on a été aux responsabilités déjà, lors de mon premier mandat. Donc c'est quelqu'un que je respecte, qui je crois me respecte, avec qui je parle très facilement. Et je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Alors, est-ce qu'un président pourrait dire ça? Ça, c'est la première question, parce que, autant vous dire, mesdames et messieurs, que ça souriait légèrement sur ce plateau pendant les diffusions du Sonore. Chance de victoire pour le président ou mission périlleuse? Mission périlleuse, chance de succès, je pense, sont honnêtement plutôt bonnes. Moi, je ne suis pas vraiment pessimiste là-dessus. Je pense que Macron n'y va pas pour tout changer, mais il y va pour faire entendre la voix de l'Europe. Et le fait qu'il y aille, je pense que c'est déjà bien. Il y a beaucoup de dirigeants européens qui aujourd'hui sont à Kiev pour soutenir l'Ukraine. Macron, lui, il est à Washington pour faire une réunion de travail. Bientôt, il y aura Keir Starmer aussi qui va y aller. Je pense que c'est un essai et qu'il faut essayer au maximum de donner une voix à l'Europe, que si l'Europe s'affirme par la voix d'Emmanuel Macron à travers son projet d'autonomie stratégique qui est maintenant nécessaire, donc qu'il réussisse ou pas, honnêtement, au moins il a essayé et c'est une bonne chose. Et je pense qu'il a de bonnes choses. C'est pas pareil quand même. C'est pas pareil, mais... Je veux bien qu'on soit dans une résolution de conflit, mais c'est quand même pas le pays des bisounours. Si jamais il échoue, c'est pas bon pour lui déjà, mais c'est pas bon pour l'Europe. Je mets juste une image pendant que l'on discute. Vous parliez de cette réunion dans la capitale ukrainienne des 13. Il y a aussi Ursula von der Leyen. L'idée, c'est de se montrer solidaire, de se montrer unis et, regardez l'image, autour de Volodymyr Zelensky, de dire que l'on compte. Si Emmanuel Macron échoue, si le Premier ministre britannique échoue, cette image, face à la Russie et face à l'Amérique, on est d'accord, Joséphine, elle n'aura pas de sens. Bien sûr, et peu de sens. Là où c'est quand même très intéressant que ce soit Emmanuel Macron qui aille, c'est le seul qui pouvait y aller. Pour 2 raisons. Pourquoi ? La première raison, c'est parce que c'est le seul qui, depuis presque 10 ans maintenant, parle d'autonomie stratégique européenne. Exactement. Et de manière crédible. Tous les autres commencent à se rallier un peu à la cause difficilement, mais enfin, en 2017, quand il en parle dans son discours à la Sorbonne, il est totalement isolé. Donc, il a une forme de crédibilité, je dirais, historique, qui le met dans cette position-là. Deuxième raison, si c'est Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas qui allaient rencontrer Donald Trump, il ne les aurait probablement même pas reçus, puisqu'il les méprise et il ne leur reconnaît pas un statut équivalent au sien de chef d'État. Donc, encore une fois, Emmanuel Macron était probablement le seul à pouvoir décrocher ce rendez-vous dans le cadre des dirigeants de l'Union européenne. Ensuite, le Premier ministre britannique, qui n'est pas membre de l'UE, mais qui est la deuxième force militaire la plus importante en Europe après la France, là encore, c'est de la crédibilité. Donc ces deux-là sont finalement les 2 seuls remparts en matière de défense de l'Europe sur lesquels peut s'appuyer Donald Trump s'il veut vraiment réfléchir à des garanties de sécurité pour l'Ukraine.